Mais je suis content aussi de commencer ce cycle Pasolini avec vous. Pasolini, pour moi, ça a été important depuis très très longtemps. C'est-à-dire que quand je suis... la première chose que j'ai faite au Cahier du cinéma, ça a été de proposer qu'on fasse un numéro spécial Pasolini. Pasolini, à l'époque, était mal vu au Cahier du cinéma. Donc, ça a été... Après, j'ai fait aussi... j'ai fait 2 films sur Pasolini. J'en ai fait un dans la collection Un siècle d'écrivains de l'époque, et puis j'en ai fait un autre à l'occasion de l'exposition Pasolini-Roma. Bref, je vis tout le temps avec Pasolini et son travail. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va voir les films dans l'ordre chronologique, et du coup, on peut suivre, si vous voulez, comment il évolue dans sa tête, comment il évolue géographiquement. D'accord. Voilà, donc c'est la meilleure façon d'approcher l'œuvre de Pasolini, c'est de la suivre pas à pas. Alors, ce soir, je vais un peu quand même présenter ce qu'a été Pasolini avant Acatone, parce que Pasolini n'était pas cinéaste. Quand Pasolini fait Acatone, il a 40 ans. C'est-à-dire qu'il a déjà une vie très importante, qui est plutôt tournée vers l'écriture à ce moment-là. Et c'est presque par hasard, si on peut dire, qu'il va devenir cinéaste et qu'il va découvrir que le cinéma, c'est vraiment l'art qu'il a envie de faire. Et à un moment, il dit même, je vais arrêter tout, je vais faire plus que du cinéma. Évidemment, il ne peut pas s'empêcher de faire à la fois les films, d'écrire. Il a écrit toute sa vie, il a écrit dans la presse, il a écrit de se battre pour ses idées en Italie, et dont il va mourir, hein, puisque vous savez qu'il a été assassiné sans doute à cause disons, de son image politique dans les années 70. Et si vous voulez, alors je pars un peu au début, excusez-moi, mais ça me paraît très important, comment ça commence. Donc il est né en 22, finalement, il appartient à peu près à la génération de la nouvelle vague. Il a 8 ans de plus, c'est tout. Il n'est pas très ancien par rapport à eux, puisque eux, ils arrivent dans les années 30, lui, il est né en 22, donc voilà, ils ont 8 ans à peu près d'écart. Et il y aura d'ailleurs des relations entre Godard et Pasolini. Alors, il y a des choses qu'il faut savoir quand même au départ sur Pasolini. Donc, son père est un militaire fasciste, et donc il a quand même, dès qu'il est conscient politiquement, il a des gros problèmes, disons, avec son père, et sa mère, c'est le contraire. Sa mère est une institutrice très cultivée, et elle lui apprend la poésie. Il dit de lui, j'ai été un poète de 7 ans. C'est-à-dire, dès 7 ans, il commençait à écrire des poèmes, parce que sa mère l'avait initié à la poésie, et il écrivait ses poèmes en frioulant, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire en italien, il écrivait dans la langue du pays de sa mère. Alors le Frioul, vous voyez où c'est, le Frioul, c'est au nord-est, et sa mère était née à Casars. Casars, c'est un village, finalement, enfin, moi j'y suis allé plusieurs fois, c'est là où il est enterré, hein, avec sa mère, comme ça. Et donc, pour lui, Casars, c'est un mythe, c'est-à-dire c'est son enfance, c'est ce qu'il aime, et il va, sans arrêt, il va parler de sa vie de petit garçon, disons, à Casars. Et quand il va, après écrire vraiment, il écrit un poème, il écrit un livre de poèmes à 17 ans, donc il était très précoce, il l'écrit en frioulant, c'est-à-dire, ça veut dire pour lui, c'est la langue de ma mère contre la langue de mon père, qui est la langue nationale, en gros, et il va abjurer après l'italien, enfin toute la culture italienne, fasciste, évidemment. Voilà. Donc, cette double origine, toute sa vie, ça va le suivre. Il a vécu toute sa vie avec sa mère, hein, c'est-à-dire il ne s'est jamais séparé, à part quand il allait tourner, il habitait avec elle, dans le même appartement. Voilà. Et à la fin de sa vie, il ne savait pas que c'était la fin de sa vie, il y avait une troisième personne, qui était Graziella Chiarcos, qui était sa nièce, qui était linguiste,
Et c'est elle qui s'occupait de son courrier, des traductions de ses livres, de l'édition, etc. Elle veillait sur lui. Graziella Chiarcossi s'occupe encore de tout si vous voulez, de toute l'œuvre de Pasolini. Elle est l'héritière unique et elle fait ça avec une intelligence incroyable, une lucidité incroyable. Donc, ce qui fait que son œuvre est bien gardée. Elle est bien gardée. La personne qui s'occupe de son œuvre est vraiment la personne idéale. Ce n'est pas une héritière abusive, c'est absolument le contraire. Alors, je fais un petit saut dans le temps, si vous voulez. La rupture avec le père, elle menace sans arrêt. Et un jour, il décide avec sa mère de partir à Rome. Rome, c'est pas sa ville, hein. Il n'aime pas Rome. Si vous voulez, pour lui, Rome, c'est même, ça deviendra plus tard pour lui, le symbole de tout ce qu'il déteste. La consommation, la télévision, si vous voulez, toutes les choses comme ça. Mais donc, il part avec sa mère dans un train du petit matin et ils ne le disent pas au père. C'est-à-dire le père se réveille, il n'y a plus personne dans la maison. C'est comme s'ils avaient répudié elle, son mari, et lui, son père. Et donc ils arrivent à Rome, et là il y a des temps très difficiles. C'est-à-dire que, bon, il faut dire aussi qu'il est parti à Rome parce qu'il a été suspecté d'avoir eu des histoires dans une fête de village avec des ados. Il sera blanchi de ça après, mais en tout cas, si vous voulez, il ne peut plus vivre là. Il ne peut plus vivre à Casars. Donc il est condamné à la fois par les chrétiens, enfin par les catholiques, et par le Parti communiste auquel il appartenait. C'est-à-dire que tout le monde en a profité pour se débarrasser de lui, pour aller vite. Donc quand il arrive à Rome, il n'a pas de travail. Sa mère fait la bonne comme ça, et ça, pour lui, c'est l'humiliation absolue que sa mère ait été obligée de travailler pour des autres. Enfin, faire la bonne pour des autres, et il dit, ça, je m'en remettrai jamais. Et donc, au début, quand ils arrivent à Rome, bon, ils restent très peu de temps à Rome même, enfin au centre. Ils vont dans un quartier qui est Rebibbia, où il y a la plus grande prison de Rome, et ils s'installent comme ça dans un petit appartement, et Pasolini exagère. Pasolini dit c'était un taudis, etc. Moi, j'y suis allé, c'est tout à fait habitable. Si vous voulez, il a une image très... par rapport à là où il a habité, il a une image qui est liée à l'état d'esprit dans lequel il était à l'époque. Donc il n'a pas de travail, donc ils n'ont pas d'argent, et il trouve un poste dans une école privée d'enseignant. Mais il a 3 heures de route, hein, Rome c'est grand, pour aller de Rebibbia à là où il enseigne, et donc pendant ce temps, il dit ce qui m'a soutenu, c'est l'écriture. C'est-à-dire, je savais que je serais écrivain, et je savais que je serais poète, et donc il commence à fréquenter les poètes auxquels il écrivait déjà quand il était dans le Frioul. Si vous voulez, il rencontre Sandro Penna, et il a une petite réputation de poète, et d'homme de lettres dans ce petit milieu. Et là, alors, le hasard a fait qu'il est allé vivre là parce que le loyer n'était pas cher, à Rebibbia. Et là, il rencontre une population qui est celle des sous-prolétaires, des proxénètes, qui vont devenir son sujet. C'est-à-dire, en gros, le sous-prolétariat romain, qui à l'époque n'a aucune dignité littéraire. Personne n'a écrit leur langage. Et aucune dignité cinématographique. Il y a des petits rôles comme ça. Et lui, donc, de même qu'il avait appris le frioulan, il apprend la langue de ces gens, qui est le romanesque. Donc, et il trouve un type qui est peintre en bâtiment et qui est de ce milieu-là. Et il dit, c'était mon dictionnaire ambulant, c'est-à-dire j'ai appris des mots, j'ai appris la langue, vous allez l'entendre, hein, le romanesque. Et donc il devient, et il écrit 2 romans où les personnages parlent le romanesque. C'est un événement, hein, en Italie, ça.
Et du coup, il donne au romanesque une existence culturelle que le romanesque n'avait pas, et aussi au patois, disons, comment parlent vraiment ces gens-là. Et donc, ces deux livres font scandale, à cause de ce que ça raconte, etc., mais le rendent immédiatement célèbre. Et alors, le rapport au cinéma, c'est assez génial, c'est que c'est pas lui qui a demandé à entrer en contact avec des gens de cinéma, c'est des gens de cinéma, quand ils ont des scènes à écrire où il y a des sous-prolétaires, ils appellent Pasolini, et je dis, tu peux écrire la scène. Il devient un spécialiste du langage sous-prolétaire romain. Donc, Fellini l'appelle pour 8,5, et il lui fait écrire la scène où quand ils ramènent à la prostituée, non, ils vont chez la prostituée quand elle a envie de voir ce que c'est les pauvres, et donc il y a un dialogue avec la prostituée. Évidemment, dans ces cas-là, c'est Pasolini qui s'y colle. Donc il a une fonction utilitaire, j'ai envie de dire, sur ça. Pareil, dans Les Nuits de Cabiria, c'est lui qui fait les textes des filles et des prostituées. Donc voilà, c'est son truc. Mais ça lui permet de rencontrer les gens. Et notamment Fellini, qui sera un ami après longtemps. Donc après ses succès littéraires, il écrit un premier scénario, mais il ne le tourne pas. Il le donne à Bertolucci, au jeune Bertolucci qui a 20 ans, parce qu'il était allé habiter dans l'immeuble du père Bertolucci, qui était un grand écrivain. Et donc, lui, il voyait que ce garçon avait envie de faire des films, il lui donne le scénario, et qui a été d'ailleurs tourné, et lui, il commence à penser à Acatone. Alors, Acatone, il ne sait pas comment le produire, et là, il a une très grosse déception, c'est qu'il dit Fellini est sympa, et il va demander à Fellini si Fellini veut bien produire son premier film. Fellini lui dit, écoute, faisons quelques plans, fais un essai, fais une séquence ou deux. Donc lui, il y va à fond, il y croit, et quand Fellini voit les rushs, il dit, tu n'es pas fait pour le cinéma. Donc, vous imaginez le choc pour Pasolini de s'entendre dire ça. Et du coup, il est très humilié par ça, et c'est là où il découvre le tiers-monde. Il part, comme il dit, pour soigner ma blessure narcissique, il part en Afrique. Et il commence à découvrir ce qui deviendra, on le verra après dans la suite du cycle, essentiel. C'est l'Afrique et le tiers-monde qui vont devenir après, quand il commencera à se détacher de Rome, son ailleurs, c'est l'Afrique, entre autres l'Afrique. Donc, il trouve heureusement un autre producteur il a son nom là, c'est Alfredo Bini, qui va produire tous ses films. C'est-à-dire Pasolini va rester fidèle à Bini, et Bini va rester fidèle à Pasolini jusqu'au bout. C'est-à-dire toute l'œuvre de Pasolini sera produite par lui. Alors, ce qui est intéressant, Pasolini ne sait rien sur le cinéma. Il ne sait pas ce que c'est qu'une caméra, il ne sait pas qu'il y a plusieurs objectifs. C'est-à-dire, il est absolument ignorant techniquement de comment on fait des films. Et ce qui le sauve, c'est qu'il a une idée. Il dit, après tout, je ne vais pas faire le cinéma des autres. Je ne vais pas faire des chants contre chants, des trucs comme ça, parce que je ne sais pas faire, et puis ce n'est pas mon truc. Et il dit, je vais avoir un principe majeur, et ce principe, il va le tenir à peu près toute sa carrière. Il dit, le cinéma, c'est une machine à sacraliser ce qu'on met devant. Si je prends le visage d'un voyou, et que je le cadre bien, et que je fais un gros plan, etc., c'est comme si c'était le Christ. C'est-à-dire la caméra a le pouvoir de sacraliser des morceaux qu'elle détache du réel. Ça, c'est son principe numéro 1, et vous allez voir que ça marche bien. Alors, et ces principes-là, il a aussi le principe de la frontalité. C'est-à-dire, il connaît très bien la peinture italienne. Il a commencé une thèse sur la peinture italienne, et il dit, voilà, je ne sais pas faire du cinéma, mais je sais comment les primitifs de la Renaissance peignaient les figures. Donc, frontalité, c'est-à-dire
Les personnages sont hiératiques, frontaux, face au peintre ou à la caméra. Donc c'est un principe qui va, vous allez voir, il va le garder très 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 longtemps. Et sur l'idée principale, alors, il découvre quand même qu'avec un objectif long, c'est-à-dire avec un 80 ou avec un 100, s'il cadre un visage, derrière c'est flou. La sacralité, c'est ça, c'est-à-dire c'est isoler un morceau du monde pour le sacraliser à l'image grâce à la caméra et donc grâce à la longue focale. Il sera très bon sur la longue focale. Alors il va apprendre très vite, Pasolini, c'est-à-dire qu'on voit, il y a des films après où il prend lui-même la caméra. Alors qu'il y a peu de cinéastes à l'époque qui sont capables de prendre la caméra et de faire un plan. Donc il va très vite apprendre tout ça, c'est-à-dire les objectifs, comment on découpe, etc. Donc voilà, donc il tourne à Catone et dans ces conditions-là, alors il y a une chose très très belle qu'on avait mis dans l'exposition Pasolini-Roma. Comme il n'est pas très sûr de lui, il fait des photos de repérage et c'est somptueux. C'est-à-dire qu'il cherche d'abord avec un appareil photo comment je peux filmer le quartier, là où le film se tourne. Et il y a déjà tout, c'est-à-dire il y a la frontalité, les murs, un peu lépreux, si vous voulez, tout ce qui va être le système esthétique d'Acatone, et c'est déjà dans... Et alors, il y a une chose très bizarre, c'est qu'il essaye de mettre en scène des gens dans les photos, pour un peu voir ce que sera le film. Et donc, il y a des gens qui sont juste dans ces photos, et il y en a, il va les garder dans le film. C'est-à-dire que le simple fait de faire des photos de repérage fait qu'il trouve déjà des acteurs. Et il trouve des acteurs, alors, vous allez voir le film, quoi, c'est pas des acteurs, c'est des gens, il les prend pour ce qu'ils sont, il les prend pour leur culture, pour la façon dont ils sont capables de parler, de bouger, et il trouve des acteurs avec qui après il va travailler pendant des années et des années au cinéma, et il va les former. Bon, Pasolini, ça c'est vraiment un truc génial. Pasolini, dans sa vie, quand il rencontrait des gens, il changeait leur vie. Les gens devenaient autre chose que ce qu'ils étaient, les gens prenaient confiance en eux-mêmes, et quelqu'un comme Citi a fini par être cinéaste. Il était peintre en bâtiment, si vous voulez. C'est-à-dire Pasolini avait une générosité incroyable, c'est-à-dire quand quelqu'un, ça marchait bien avec lui, il le rehaussait, si vous voulez. Et bon, et c'est le cas de Ninetto. Ninetto, bon, il rencontre Ninetto, c'est un gamin quand il rencontre Ninetto, et il va tout lui apprendre. Et Ninetto, après, va faire des films, va faire du théâtre, c'est-à-dire, c'est pas juste prendre quelqu'un, faire le film et le laisser tomber, si vous voulez. C'est-à-dire, voilà, il a vraiment changé la vie de beaucoup de gens, et les gens le disent. C'est-à-dire, les gens qui disent, si je n'avais pas rencontré Pasolini, je ne saurais rien de ce que je suis devenu. Donc, il y a l'idée comme ça de avoir un rôle important sur le devenir des gens qu'on rencontre et qu'on aime bien. Et quel que soit leur milieu social, leur culture, etc., ils transforment des gens qui sont incultes en intellectuels, si vous voulez, d'une certaine façon, certains d'entre eux. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait que, pour le coup, il y a une pédagogie directe, c'est de dire, voilà. Cerami, par exemple, Cerami, c'était un élève de la classe où il a enseigné quand il était encore à Rebibbia. Ce type ne parlait pas, ce type était au fond de la classe et tout. Et Pasolini, évidemment, s'est intéressé à lui, est allé le voir. Et ils se sont écrits. Et Cerami est devenu écrivain. C'est lui qui a écrit Piccolo Borghese, un bourgeois tout petit, qui après va devenir un film. Il a fait des films, c'est-à-dire Cerami est devenu un intellectuel important, alors que c'était le petit garçon souffreteux du fond de la classe. Je l'ai interviewé Cerami, et quand il parlait de ça, il avait les larmes aux yeux, enfin, sur l'idée, voilà. Qu'aurait été ma vie sans avoir rencontré Pasolini, en gros. Bon, on reparlera un peu de tout ça. Donc, l'action du film se passe dans un quartier, parce que Pasolini, ce qu'il a filmé au début, c'est ce qu'on appelle en italien les borgate, mais les borgate, c'est pas la banlieue. Les borgate, il y a des quartiers à Rome qui sont très près du centre, mais qui ont une population très différente de la population romaine. Des pauvres, des voyous, etc. Donc il adorait ça.
Et ce quartier-là, c'était exactement ça, le quartier où il a tourné ce film. Si vous voulez, Rome, c'est un peu comme Rio. À Rio, vous êtes dans un quartier, c'est des maisons de riches, des immeubles de riches, et puis traversez la rue et vous êtes dans une favela. Les favelas ne sont pas à l'extérieur de la ville, elles sont dans la ville. Donc Rome, il y a de ça à Rome. Hein. Donc quand Pasolini parle des borgate, il parle de ces zones-là qui sont juste une autre culture, des autres modes de vie, des autres façons. Voilà. Alors dans ce film, quand il fait ce film, il vient de découvrir Rome, et évidemment Rome pour lui c'est fondamental à tout point de vue, c'est-à-dire, et notamment quand il était dans le Frioul, si vous voulez, il ne pouvait pas avoir de vie homosexuelle. Dans le Frioul, c'était des paysans riches, etc. C'est-à-dire, ils se seraient fait lyncher. Et donc, il vivait avec cette terreur comme ça. Et quand il arrive à Rome, il découvre que à Rome, c'est une vie de païenne. C'est-à-dire, il découvre que d'un seul coup, tout ce qui était impensable dans le Frioul devient simple à Rome. Il est guidé évidemment un peu par Sandro Penna et tout ça. Et du coup, il a un moment d'exaltation dans le moment où il fait ce film. Il est encore dans la phase Rome est sublime. En gros. Après, on verra dans son film comment il va s'en détacher petit à petit. Bon, j'ai trop parlé, je vous laisse regarder le film et on en parle après.